Bonjour, chers auditeurs, auditrices de Derrière l'image. Toujours une heure de cinéma à Radio Centre-Ville. Guy Ménard à l'animation, accompagné de Pierre Pajot. Bonjour, Guy Ménard. Bonjour, Pierre. Donc, aujourd'hui, nous avons une émission bien remplie, comme on les aime. Dans la deuxième partie de l'émission, nous allons recevoir Éric Falardeau afin de parler de son dernier livre, Le corps souillé, gore, pornographie et fluide corporel. Wow. Yes, c'est tout un programme. Ouais, hein? Tout un programme, mon Guy. On n'est pas sorti. Donc, c'est la réhabilitation du gore du porno en tant que genre. Voilà. Sommes-nous compétents? On va voir avec les propos d'Éric si on est compétent ou non. Nous tenterons de l'être, Guy. Voilà. Et dans la première partie, nous recevons Félix Dufour-Laperrière. Bonjour, Félix. Bonjour, Félix. Afin de discuter de son dernier opus, Villeneuve. Film d'animation, en noir et blanc, qui raconte la vie d'un homme qui s'exile dans un village de la côte gaspésienne, la Gaspésie, donc Villeneuve, pour tenter un peu de recoller tous les morceaux, de refaire un petit peu sa vie. Et tout ça sur un fond de référendum. Donc, on se retrouve en 1995, où on pourrait dire qu'il va s'entremêler le destin de cet homme qui veut retrouver sa femme, retrouver son fils, et également le destin et l'avenir du Québec. C'est la synthèse que tu as dessinée. C'est une très, très bonne synthèse. C'est un film où les registres intimes et collectifs se rencontrent, puis entrent en résonance. En résonance. Parfois en mode majeur, parfois en mode mineur. Donc, c'est un film aussi où les désirs se répondent, les désirs intimes, amoureux répondent aux désirs collectifs. J'ai l'impression, c'est le propos du film, je crois, que ce sont des vases communicants. Oui. Moi, ça m'a rappelé, j'étais un vieux cinéphile. Dans les années 60, il y avait plusieurs films qui me sont arrivés qui étaient comme l'histoire d'un couple, généralement qui ça va mal, et qui est dans un contexte politique. Il y a eu le chat dans le sac. Oui, gros. Et Prima de la Révolution de Bertolucci et Terre en transe de Claubert Rocha. Je me souviens, c'est trois-là que j'ai vu presque la même année, 64. Et là, j'ai l'impression de retrouver une thématique politique et amoureuse. J'aime beaucoup Gilles Gros. T'as aimé le chat dans le sac? J'aime beaucoup Gilles Gros. Ça a été un de mes cinéastes fétiches lorsque j'ai rencontré, découvert le cinéma. Oui, donc, aussi bien du contenu que de la forme, du montage. De l'énergie aussi, puis d'une espèce de jusqu'au boutisme que je trouve encore pertinent parce que vivifiant. 24 heures ou plus, mon gars, faudra encore diffuser ça. Écoute, c'était provoquant. Mais effectivement, la référence au passé est intéressante parce que, on reviendra après sur l'animation et sur le style, mais ce rapprochement entre l'intime et le collectif, pendant une certaine période, était, je veux dire, normal. Je me rappelle que les cinémas nationaux, donc Papa est en voyage d'affaires, Kusturica et compagnie, on parlait d'histoire d'amour, d'histoire de famille pour pouvoir introduire finalement des grandes questions collectives, alors qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, je veux dire, d'assister à ce phénomène dans ton film est quelque chose de totalement révolutionnaire et de nouveau. Parce que c'est comme si ça se faisait plus. C'est comme si on voulait plus, je veux dire, parler d'un passé ou parler d'un élan presque amoureux vers le Québec. Et d'où est venue l'idée de pouvoir comme conjuguer, assembler, d'intégrer ces deux éléments-là? C'était dès le départ, c'était ça? C'était pour toi, c'était dès le départ parce que c'était, je crois que ce sont mes préoccupations habituelles. C'est ce que je fréquente aussi comme œuvre puis comme réflexion. Ensuite, ça me semble... ce qui se rejoue dans les relations intimes, mais aussi dans les relations amicales, dans les relations filiales. J'ai l'impression que ce sont des liens qui nous libèrent, pour reprendre l'expression consacrée. Mais c'est ces engagements-là qu'on honore qui fait que nous sommes libres, à mon sens. Et Villeneuve a choisi quelques-uns de ces registres-là, des engagements qu'on honore, et puis qu'on est des fois douloureusement ou difficilement. Mais c'est là où se trouve notre liberté. Moi, c'est une conviction. La liberté. Donc, la parole est liberté. La parole libère, certainement. Ouais. Oui, dans le film, c'est... Dans le film, c'est un des objets, des désirs du film. Et, bon... Il y a eu quelques courts-métrages, il y a eu du cinéma expérimental, des films d'animation, transatlantique. Mais ce qui m'a un peu surpris, j'ai peut-être manqué quelques courts-métrages, tu vas me dire, oui, je l'avais déjà fait, mais c'est l'importance du mot, de la parole, dans ce cas ici. Pour moi, c'est essentiellement, Villeneuve, c'est un poème visuel.
Le mot, la parole, le mot bien placé, le mot bien dit, parce qu'on est avec Robert Lalonde qui aussi, je veux dire, par sa façon de dicter les mots a une importance, est au cœur ici du film. Alors, autant Transatlantique était presque un film muet à sa façon, autant celui-ci, je veux dire, prend toute sa force dans les dialogues, dans les poèmes, dans les réflexions que les personnages ont par rapport à eux-mêmes, par rapport aux autres. C'est le texte qui est venu en premier, c'est les images. Comment c'est créé un petit peu là, ce rapport aux mots, à la parole? La jeunesse du film, le film est librement adapté d'une très courte nouvelle de l'écrivain américain Raymond Carver. Une nouvelle qui fait 4 pages et demie, je crois, dont j'ai gardé le contexte, la maison, le couple, l'espèce de fatalisme qui habite l'homme, et j'ai déplacé ce dispositif-là, disons, sur les rives gaspésiennes, et dans un contexte très québécois. N'étant pas au départ quelqu'un de récit, quelqu'un de narrativité, de narration. Visuel, toi, d'une certaine façon. J'ai plus d'affinité, disons, avec un cinéma plus qu'on nomme plus expérimental, plus poétique, disons. J'ai d'abord écrit les récitatifs, les longs monologues dans le film, c'est ce qui en a jeté les premières fondations. Puis ensuite, j'ai construit le récit autour de ces monologues-là. Ça rejoint un peu l'importance de la parole, rejoint un peu ce dont vous aviez parlé tout à l'heure. C'est que autant au niveau intime qu'au niveau collectif, c'est nommer les choses, une parole qui est donnée, qui est partagée, cernée, qui cerne une part du réel, puis qui la fait sienne. C'est ça qui est gage de notre liberté, à mon sens. Donc, il y a un effet politique à nommer les choses, parce que les approprier par le langage. Dans les années 60, je me souviens, thématique, avec Pierre Perrault en particulier, mais l'idée de prendre la parole, l'expression prendre la parole, ça venait avec la naissance du mouvement indépendantiste au Québec. Là. Même les films de l'ONF des années 60, les cinéastes du Grou et compagnie, nous, c'était des films et on prend la parole. Et c'est comme tu renoues un peu avec cette idée-là de prendre. C'est mon bagage culturel et intellectuel, donc je crois que à mon humble manière, j'essaie de le digérer. Mais cette parole, elle est prose. Ouais. Et entre autres, là, juste pour que c'est pas toujours évident là, pour les auditeurs de bien saisir, mais dès le départ, Joseph, cet homme qui se retrouve à Villeneuve, en Gaspésie, parle d'un texte, un début, et on va voir la fin plus tard, mais lorsqu'on écoute, je veux dire, et là tu figes vraiment la parole à travers certaines images, ce texte, c'est d'une beauté, je veux dire, hors de l'ordinaire. Dans la campagne que tu traverses, je veille devant les heures, les jours amènent le territoire à la pluie, je t'embrasse. Tandis que du temps long où je glisse vers un confort étrange, j'aimerais savoir te dire que toute chute est fortuite, que l'oubli n'est pas certain, savoir nommer avant la nuit la chose fragile, modeste et troublante, qui m'évitera de céder à une vaine mélancolie. Wow. Mais c'est pour moi, je veux dire, oui, il y a la parole, mais aussi une volonté de chercher les mots et de trouver les mots qui vont réussir à pouvoir transposer cet univers d'animation, ces jeux de métamorphose. Il y a tout un travail d'écriture. Ah oui, puis ça a été un plaisir. Moi, c'est une des étapes de la fabrication d'un film que j'affectionne particulièrement. Ah oui? L'intimité de l'écriture. c'est important, j'aurais pas pensé. C'est toi qui es maître, là, oui. Puis il y a une espèce d'immédiateté en dehors du dispositif, du lourd dispositif de fabrication des images, de l'éteignoir, qui est la logique de financement nécessaire, mais qui demeure un éteignoir. L'intimité de l'écriture est précieuse. Le film prend un parti pris, le public dira s'il est réussi, mais il y a la langue est précise et donc projette une certaine artificialité parce qu'elle est écrite, c'est précis. Le parti pris du film, c'est que cette artificialité-là rejoue celle de l'animation, qui est une image. Oui, c'est ça que j'allais dire. Qui est une image, qui est un artifice. Il y a un écho très certain. Qui est un artifice. Puis la parole, on comprend bien que c'est pas le dessin qui parle. Donc moi, je me suis dit aussi bien assumer cet artifice-là et se permettre une langue plus précise, donc et plus portée avec plus de
précision, limpide, et puis qui peut se permettre, disons, aussi une écriture un peu plus, disons, travaillée. Vous entendrez que c'est pas la voix de Robert Lalonde quand le texte est beaucoup plus beau lorsqu'on le voit à l'écran. Ah, mais les voix des personnages aussi, hein, c'est pas si c'est un détail, mais moi, on le connaît, bon, c'est Gildor Roy, puis c'est comme c'est de la je sais pas, c'est comme un orchestre, t'as composé c'est comme des instruments de musique, t'as choisi, t'as composé avec des voix, je sais pas trop, mais moi, j'ai ressenti ça, là, un peu en... Je me suis amusé un peu. Je trouve que Paul Amarani, en tenant ses bords, est très drôle. Je me suis amusé un peu. Gildor est très drôle aussi, je trouve. Ils ont des... Oui, mais ils ont des thèmes de voix spécifiques. Oui, très spécifiques. Oui. C'est ça, je te dis. C'est comme si c'était un bois, puis un violon, puis un... Mais pour faire valoir un peu, c'est ça, en animation, il n'y a pas de corps pour porter la parole, il n'y a pas de corps pour porter la réalité d'un personnage. Donc, la voix est cruciale et essentielle. Ouais. Et puis, donc, ça permet de te typer, de caractériser quand même un peu, le personnage. Robert et Joanne-Marie et Théodore Pellerin qui fait Ulysse. Oui, Ulysse, le fils. Chacun, le personnage, le personnage finit par leur ressembler parce que on enregistre les voix d'abord, qui plus est. Ah oui? On anime ensuite en analysant le rythme des paroles et des syllabes pour recréer à l'image le mouvement des lèvres. Moi, l'aspect animation, ça me fascine toujours parce que je trouve toujours que l'animation, il y a un travail qualitatif, mais il y a toujours un travail quantitatif. Moi, j'ai toujours vu ça comme ça. Quand je dis les sciences, il y a une quantité, hein? Faut pas avoir peur du mot quantité d'heures de travail. Des années. 4 ans, hein? Ouais, Mais je suis sûr, là, faut pas t'imaginer prendre des pauses de 3 mois, là. C'est sûr que je t'imagine travaillant à tous les jours, là. 1 an et demi de pré-production seul, 2 ans de production en équipe, puis un dernier 6 mois là, où j'ai fini le film presque seul là, pour enlever des petites poussières et puis tout finaliser. Donc, ça a été... Mais donc, t'aimes ça, en fait. T'aimais ça, faire de l'animation, oui, non? Oui, non. Ça a de grands avantages. Ça a de grands avantages parce que c'est très spécifique, c'est singulier. Oui. Donc, ça nous envoie dans des espaces donc cinéphiles très, très, très particuliers. La singularité de l'animation permet vraiment aussi une utilisation du langage cinéma qui est tout à fait différente, libérée du poids et des contraintes du réel. C'est quelque chose de très, très amusant aussi. Hein. Oui, touchant. Et la maison, tu sais, une maison dessinée, c'est plus pareil, là. C'est comme, quand même, tu as filmé une maison qui ressemble. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Votre commentaire me semble vraiment juste. L'exemple dont je discute souvent, c'est une tasse de café sur une table, c'est toujours, en prise de vue réelle, c'est toujours un contexte. Il y a une propension à raconter l'histoire de celui qui l'a posé, qui l'a bu, tout ça. En animation, une tasse sur une feuille blanche, c'est un symbole. On est toujours dans une peinture de Gauguin. Ouais, exactement. On est tout de suite dans un autre rapport à l'image. Puis ça, c'est très agréable à manœuvrer. C'est un espace dans lequel c'est très agréable de manœuvrer. Et puis, l'autre grand avantage de l'animation, c'est que donc ça fait des objets singuliers et si la période de production est très longue, le rythme est moins intense. Donc, on n'est pas en 6 semaines de tournage de fiction où jour et nuit, on dort pas. Donc, c'est compatible avec la vie de famille. Une vie de famille. Mais à l'inverse, je regardais le film, je me disais, bon, 1 an, 2 ans de travail, comment réussir à conserver le même esprit? Parce que ici, l'animation, bon, c'est sur l'encre noire sur papier. Il y a énormément de métamorphoses. On joue beaucoup avec les gris. Le film a une tonalité, hein, et du début jusqu'à la fin. Donc, comment conserver cet esprit sur 2 ans? De pas perdre le fil en se disant, ben là, après 6 mois, où j'en suis rendu? Je veux vraiment avoir une uniformité sur 2 ans et aussi en travaillant avec certaines autres personnes. Tout ça devient, je veux dire, peut-être, je veux dire, aussi un casse-tête à gérer. C'est un vrai défi. On a des outils là, de techniques, c'est-à-dire que, ayant fait tous les dessins clés au préalable, avant le début de la production, on a ce qu'on appelle une animatique, donc c'est des dessins fixes, mais qui couvrent l'entièreté du film. Okay. Donc, on a comme une espèce de scénario-image, de storyboard en mouvement pendant l'heure et demie du film, sur lequel, moi, j'ai monté les dialogues en début de production. Donc, on a des outils de suivi de production comme ça qui nous permettent de tout suivre. Mais du début de l'écriture à la sortie à la première en festival, par exemple, il s'est passé 7 ans. Donc, c'est très, très long. Donc, c'est un pari. Moi, je ne sais pas tout à fait
Quand mais t'aimes ça, je pense. Transatlantique, ça a été long aussi, faire ça. Ça a été long Je me aussi. souviens, t'en avais parlé, c'était... Mais là, Transatlantique, c'était une petite gang. C'était toi, ton frère et tout. Alors que là, tu étais avec d'autres personnes. Ouais, pour Donc, l'animation. pour l'animation, d'arriver à transposer ton univers, ces gens-là, et d'arriver à leur faire confiance, c'est exactement ça que je veux. Ça aussi, c'est un défi. C'est un défi, puis en même temps, le parti pris pour Villeneuve, c'était, normalement, on fait des feuilles de personnages, donc les personnages sont vus de différents angles, et puis ça structure toute la production. Mais ça impose une certaine simplification du dessin, puis quelque chose de plus géométrique, souvent, ou quelque chose de plus codifié. Moi, j'ai fait le pari de plutôt prendre un long moment de pré-production, faire chacun des dessins clés, mais de ne pas donner aux animateurs ces fameuses feuilles de modèles, feuilles de personnages. Okay. Comme ça, le dessin est un peu plus flottant, mais à mon sens, plus riche, plus libre. Et puis, en bout de ligne, comme c'est les mêmes animateurs qui ont animé les mêmes personnages pendant un an et demi, 2 ans, à la fin, ils dessinaient mieux les personnages que moi, c'est-à-dire que ça leur appartenait, ils en avaient pris possession. Et c'est intéressant parce que tu parlais de flottement, c'est qu'en fait, ici, l'animation, pour moi, vient par traduire toutes les incertitudes des personnages. Là, il y a vraiment une adéquation entre les questionnements de ces personnages-là et aussi le style d'animation que vous avez privilégié. Là. On a fait des choix. Le film est tout animé sur papier, à la main, à l'encre et au crayon sur papier. C'est un choix à la fois, c'est un choix ambitieux parce que c'est artisanal, ça c'est beaucoup de manipulation, c'est beaucoup de temps aussi. Mais ça permettait, dans notre contexte de production, d'avoir quand même une signature graphique très forte avec des moyens, avec une certaine économie de moyens. Donc, c'est un choix. Et puis, le film parfois est assez épuré. Les cadres se vident. On établit vraiment des symboles. Les personnages sont souvent un peu isolés dans des décors assez minimaux pour justement faire office de signes, de symboles, pour aussi rappeler l'artifice d'animation, rappeler qu'on est face à un dessin qui bouge. Moi, j'aime bien jouer, rappeler aux spectateurs cet heureux artifice de l'animation où on se retrouve dans des dessins qui bougent, qui s'animent, qui prennent vie. Moi, je demeure attaché à ça. C'est l'origine du cinéma, mon ami. L'image bouge, puis c'est comme ça que les gens ont été fascinés par l'écran. Exactement. Et donc, c'est ça qu'on retrouve un peu. Et puis, je sais pas si, il n'y a pas de recette pour le recréer, mais cette stupéfaction qu'on a en salle, des fois, devant certaines images, là, moi, je me souviens dans Le Cheval de Turin, j'avais la bouche sèche. Ah oui, là. Parce que ça faisait une demi-heure que j'étais béat. Comme ça, après l'ouverture, là, j'avais tout l'intérieur de la bouche asséché, parce que je suis revenu dans mon corps une demi-heure plus tard, en me demandant, en étant stupéfait. Ben, moi, c'est un autre qui crée des images, c'est un autre créateur original. Donc, Bellator, mais c'est intéressant parce que là, on peut passer du coq à l'âne, mais tu parles de Bellator et dans le film, il y a une référence aussi cinématographique très, très importante. Oui, tu y arrives, moi, si vous voulez y arriver, vas-y. Donc, qui est celle d'Andrei Tarkovsky avec son film Roublev. Et ce questionnement sur l'espoir, ce questionnement sur le doute, ce questionnement sur la foi sur l'art. C'est un de tes films. C'est un de mes films fétiches. C'est un film fabuleux. C'est fabuleux. Mais il y en a beaucoup de Tarkovsky. On pourrait penser à Nostalgie, le sacrifice, mais le Roublev, pour toi, ça l'a marqué. Moi, j'ai une affection particulière pour Stalker, mais je pense que Roublev, c'est sans borne. Puis en particulier, le segment de la cloche. Quiconque voit ce film, il y a 2 choses qu'on retient, là. Moi, il y a la couleur à la fin. Puis la cloche, c'est comme, voyons donc, c'est tellement beau, tellement riche. C'est puissant. C'est simple. Tu sais, c'est quelque chose de simple, mais d'une puissance inouïe. Les implications, mon dos, morales, philosophiques sont... Mais c'est d'ailleurs le sens du clin d'œil. Si dans Villeneuve, donc les registres intimes, subjectifs et collectifs et politiques se répondent, le clin d'œil à Tarkovsky et à son Roublev, c'est pour le registre, c'est un registre un peu supérieur, le registre sacré, le rôle de l'art, la question de la foi. Ben Roublev, on sait, c'était un peintre d'icônes, donc c'était qui perd la foi. Et aussi le désir de peindre qui le retrouve après cette fameuse séquence somptueuse de la cloche. Somptueuse. On encourage tous les gens, je n'avais jamais vu, essayer de voir Andrei Roublev, oui. Et là, c'est intéressant parce que pour moi, un lien évident à faire
avec Transatlantique, parce qu'il y avait aussi ce registre-là de Transatlantique qui était un peu à cette même façon, qui était comme en sous-registre, ou en sous-thème. On questionnait notre rapport, finalement, à quelque chose de supérieur à nous. À une immensité. Une immensité. Oui, surtout, il y a le personnage, je me souviens, dans sa cabine, là, oui, il y avait... Puis même sans, même au-delà de la question de la foi, moi, je n'ai pas de foi, mais le sacré est quand même une intuition puissante, et puis peut éclairer aussi nos expériences intimes et collectives. C'est-à-dire que pour moi, c'est des registres qui se répondent et qui se connectent à certains endroits. Donc, je pense que il est possible de naviguer entre deux. Ah ben j'aime bien le mot naviguer parce que tu m'amènes on parle de symboles, et un des symboles pour moi très puissant, c'est le fleuve. Ben oui, c'est l'eau. Hein? La Gaspésie. C'est la Gaspésie qui est à la fois... Pourquoi la Gaspésie? Mais j'ai dit pour le fleuve. C'est pour la mer. Ouais, la mer qui est à la fois un seuil et une ouverture. Ouais. C'est comme une limite, une frontière, puis en même temps un possible. Et puis ça rejoue, c'est un horizon aussi. Donc ça permettait à la fois une certaine épure graphique, mais ça permettait aussi de jouer cette espèce de tension entre un seuil, une frontière, ou un seuil qu'on franchit aussi, puis qui est une ouverture, puis un espace à habiter. Et qui là pour être le Québec. Qui pourrait être le Québec. Et donc, on pourrait y voir. Nous sommes en compagnie de Félix Dufour, la Perrière. Et... oui, donc, moi aussi, j'étais bien impressionné par ce choix. J'ai dit, au Québec, c'est pas nouveau, le thème du fleuve, mais je sais pas si c'est à cause de l'animation. Ça prenait une nouvelle... Mais je trouve que dans le rapport à l'eau, on réussit à faire ressortir énormément les gris. Hein? Il y a quelque chose un peu de l'ordre de l'écume, parce que le film aussi est un peu porté par, bien sûr, le noir, par le blanc, mais porté par toutes les teintes de gris. Ah oui, les gris. Et le fait de jouer avec ce fleuve-là nous ramenait constamment un petit peu dans cette mouvance-là, cette métamorphose presque de la couleur. Et il y avait un lien... La marée, les retours de l'instabilité. Ouais. Puis qu'on pouvait même transposer après ça chez les personnages qui se déformaient, se transformaient. Puis c'est une surface pour avoir traversé l'océan en avoir fait un film. C'est une surface où lorsqu'on la côtoie, on sait bien qu'il y a quelque chose en dessous. Donc c'est aussi, évidemment, il y a un inconscient, un immense inconscient sous la surface du fleuve. Ben oui. Puis on est dans des éléments cruciaux parce que bien sûr, il y a l'eau, mais il y a le feu. Le feu. Hein? Et on pourrait faire des rapprochements avec un vieux sociologue Bachelard. Ouais, qui disait qu'il y avait l'eau, le feu, qui étaient comme les éléments essentiels, et l'air qui étaient des éléments essentiels à la survie. Ici, le feu, je veux dire, pour toi, je veux dire, était une force de destruction, était une force de reconstruction. Comment tu le percevais, ça rapport au feu? À la fois comme une force de destruction, donc qui détruit, mais qui c'est une énergie aussi, c'est une colère, en fait. Pour moi, c'est une manifestation d'une colère, d'une énergie, d'une force aussi. Qui arrive, qui plus peut, vers la fin. Plus vers la fin, OK. Moi, j'avais une question, mais je suis pas sûr que j'ai le droit de la poser. Parce que peut-être ça ne sera pas à la fin, tu as le droit. Ah, ça rapporte à la fin. C'est le résultat du référendum. Ah, le jeu. On a droit. C'est de la fiction. Non, c'est parce que ça accroche, je suis certain. Tous les spectateurs vont accrocher. Pourquoi? Moi, j'ai dit... Pourquoi on va changer l'histoire? J'ai dit, il a voulu faire plaisir à Joseph. Je sais pas, j'essaie de comprendre pourquoi. Pour moi, la chronique référendaire... Ou l'imager, ça aurait pu, ou quoi? Ah, non, mais c'est aussi pour ne pas rester sur deux échecs. C'est-à-dire que c'est un film qui veut... au-delà même de la question constitutionnelle, j'ai l'impression qu'au Québec, on a eu de la difficulté à penser les conséquences de l'échec et sa suite. Et puis, moi, je suis très attaché que je suis au Québec. J'ai l'impression que tout n'est pas encore joué. Constitutionnellement ou non, au niveau de l'indépendance, que l'indépendance se fasse ou non, la société québécoise a encore la possibilité de prendre son destin en main. Ben oui. Et puis, c'est ce que je souhaite ardemment de toute mon énergie. Et le film porte un peu ça, c'est que malgré la chronique référendaire, la chronique d'un échec, d'un renouveau, d'espoir déçu, je ne voulais pas rester sur une déception, mais je voulais ouvrir un possible. Le film se clôt sur cette possibilité-là. Oui, OK, d'accord, un possible, ça va. Mais ça, c'est intéressant parce que c'est une réaction aussi au discours d'Ulysse
donc le fils de Joseph et d'Emma. Et pour Ulysse, Joseph, c'est un perdant. Bon, bien sûr, bon, un problème d'alcool, et il est parti de la maison et tout, mais on sent que la représentation de Joseph, c'est le perdant. Alors que là, sans tout dire, il y a comme une réconciliation. Et à travers cette nouvel enjeu référendaire, où là, on n'est plus dans l'ordre du perdant, mais on est peut-être dans l'ordre finalement de la réunion, on est peut-être de la réconciliation, ou de l'espoir. D'une possible réunion. Il y a une forme de... elle est toujours temporaire, mais il y a une forme d'unité aussi dans l'ambition politique, c'est de retrouver un sens commun, retrouver une force commune aussi pour construire quelque chose. Unité, après ça, qui se redistribue, puis qui se refragmente, et puis se retrouve lorsque nécessaire, mais c'est un peu ça que le film porte, je crois, une unité, si temporaire soit-elle, qui nous permet d'avoir de grandes ambitions. Et à ce lyrisme dont on parlait tantôt, pour moi, tantôt tu parlais de rage, puis il ne reste pas quelques minutes, mais j'aimerais qu'on revienne sur cet aspect-là, parce qu'il y a certains textes, entre autres ceux de Joseph, où on sent une rage. Il y a une volonté de parler du Québec avec l'espoir, mais aussi, je veux dire, avec une façon, je veux dire, de dépeindre un Québec d'aujourd'hui qui a perdu peut-être ses racines, qui a perdu, justement, son rapport à l'autre, qui reste un peu dans une certaine forme de médiocrité. Moi, j'ai l'impression que les gens sains d'esprit se doivent d'être en colère, mais... Ouais, parce que là, c'est vraiment, là, c'est un bon coup de tape sa gueule, là, que tu nous donnes, là, à travers mais sans prétention, mais... Non, mais... Au-delà de la question, encore là, il y a la question d'indépendance, la question constitutionnelle, la question de l'État du Québec, mais aussi la question du monde tel qu'il est. Je dirais, il faut un peu de colère pour s'en sortir, sinon, j'ai l'impression, sinon... Il y en a un qui s'appelle Félix, il a fait l'Alouette en colère. Hein? Oui. Hein, Félix? Je m'appelle Félix à cause de Félix Leclerc. Moi, mes parents m'ont nommé Félix en honneur de Félix Leclerc. Je te l'ai pas demandé, mais j'ai pensé à m'emmener ici pour l'émission de radio. J'ai dit, est-ce que c'est possible qu'il se nomme Félix à cause de Félix? Oui. Okay. Alors, c'est très logique avec tout ce que tu fais. Donc, Villeneuve, film de Félix Dufour-Laperrière, qui prend l'affiche lundi à la Cinémathèque. Lundi à la Cinémathèque. Aujourd'hui, samedi, Cinéma du Musée et Cinéma Beaubier et Cinéma Moderne. Et plus tard, Station Et au Clap à Québec. Et au Clap à Québec et tout. Et à Station Vue jeudi. Ah ben ouais, il y a 3 projections, mais je sais qu'il y en a une jeudi avec la présence de Félix. Et parce qu'en fait, le film a été présenté en grande première à un festival majeur. Oui, il y avait une première à Venise en septembre dernier. Comment c'était passé? C'était extraordinaire. C'était un contexte inespéré pour un film très inhabituel, très québécois. Oui, c'est pour ça que je posais la question pour eux. Rare. Mais les Italiens, parce qu'il y a évidemment beaucoup d'Italiens, beaucoup d'Européens, mais les Italiens ont une grande culture politique. On dit souvent que l'Italie, 2 décennies, expérimente de l'extrême gauche à monter du populisme au fascisme, ont expérimenté 20 ans avant le reste de l'Europe des grands phénomènes qui ont bouleversé le 20e siècle. Et donc, ils ont une culture politique qui leur permettait de bien comprendre un tel film. Il y a un critique qui t'a écrit un beau texte en italien sur ton film, je sens ça. Hein? Oui. Ben oui. Donc, il faut aller voir Villeneuve. Très belle ode au Québec, à l'animation, à l'art et à la singularité. Merci beaucoup, Félix Dufour-Laperrière. Merci, Félix.